problème n'est pas d'aimer sa tribu et sa culture, c'est pas ça le problème. C'est l'inverse. Il faut aimer sa langue, sa culture et sa tribu. Comment peut-on concrètement les combattre? On va fixer les limites, même dans les entreprises. Tu n'as pas le droit d'avoir dedans moins de 7% d'une région. Professeur Baebek, figure emblématique de la scène politique ces dernières années au Cameroun, il fait partie des pionniers en matière de chirurgie orthopédique dans le monde. Très apprécié dans certaines de ses apparitions publiques, il est tout dernièrement élu pour être le candidat UPC pour les élections présidentielles 2025. Le Cameroun n'est pas comme ça. C'est que le Cameroun avait été pensé pour que ces richesses soient exploitées par ses enfants et partagées équitablement à tous ses enfants. Le jour de l'installation, on sort le décret qui dit que personne ne bouge. Ah. Non, tu ne bouges pas si tu ne déclares pas, tu justifies. Vous, président, que faites-vous? Ce jour-là, on signe un décret. Vous jurez à 10h, à midi, vous signez le décret. À 4. Madame, monsieur, bonsoir. Entretien ce soir reçoit le professeur Jean Baebek, médecin chirurgien, enseignant des universités, homme politique. Vous le savez très certainement, le professeur a été porté candidat de l'UPC depuis le 15 janvier 2025 dans le cadre d'un congrès dit inclusif qui s'est tenu à Bafoussam. Ce soir, nous allons parcourir le projet de société 2026-2032 que porte donc ce candidat pour l'élection présidentielle de 2025, donc en principe au mois d'octobre prochain. Jean Baebek, bonsoir. Bonsoir, député. Merci infiniment d'être notre ce soir. Merci également, merci à tous les compatriotes qui vont nous aider ce soir, qui vont nous suivre ce soir. On attend surtout leur contribution en termes de débat et de révision éventuelle de notre projet de société pour lequel on peut espérer avoir à la fin ce que nous appelions à l'école une édition revue, corrigée et augmentée, en tenant compte des observations de tous les citoyens, qui de bonne foi. Parce que je dois vous dire que pas plus tard qu'hier, il y a un militaire, un sapeur qui m'appelle. Il me dit, nous les sapeurs, tu nous parles de nous nulle part. Tu ne sais pas qu'on peut aider. Et c'est très pertinent. Pourquoi? Je me souviens tout d'un coup que les sapeurs sont importants à 2 points. Il y a des pays qui utilisent les sapeurs pour le SAMU, c'est-à-dire le service d'aide et de médecine d'urgence. Il y en a qui les utilisent pour le SAMU dans des situations où la désincarcération est nécessaire. Quelque chose comme, imaginez un bus qui est tombé dans un ravin à 30 mètres. Pour le sortir de là, il faut une grue. Absolument. Et c'est les sapeurs qui ont ce genre de choses. Un hélicoptère pour sortir rien que la carcasse avec éventuellement des survivants. On ne peut pas faire ça avec les citoyens ordinaires. Cas de prévention et de sauvegarde après. Oui, en fait. Donc, il a raison, on doit impliquer les sapeurs dans le projet de couverture maladie universelle. Malheureusement, notre rendez-vous a raté. J'en appelle ici, c'est un adjudant-chef, il m'a dit, je vais même oublier son nom, mais j'espère que lui-même et les autres sapeurs, oui, il faut qu'on contribue à bâtir le SAMU avec les sapeurs. Ouais. Ce préalable dit donc, professeur, avant peut-être de rentrer dans le détail de ce que vous proposez au peuple camerounais, aux électeurs pour la présidentielle d'octobre prochain, est-ce que vous pouvez nous redire le mécanisme qui a conduit à votre désignation comme candidat de l'UPC? Ok, merci pour votre question. Mais simplement afin que nous l'en ignorions. D'accord. Parce que je sais d'où vient la question. La question vient d'une contestation, d'une certaine contestation. Ce que les uns et les autres doivent comprendre, il n'y a aucun parti sur la terre où il y a l'unanimité. Ni aucune association, ni aucune entreprise. Les chefs, les porteurs, les capitaines auront toujours une contestation résiduelle. Ça participe de l'être humain. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il ne faut pas prendre ça très au sérieux. Même dans des partis qui ont des candidats naturels, il y en a qui contestent de candidats naturels. Voilà. Et donc, mais je dois quand même clarifier ce qui est arrivé ici, afin que nous n'ignorons. Ce qui est arrivé, c'est qu'avant ce qui est arrivé, il faut que l'UPC à l'intérieur, comme parti démocratique, depuis un certain nombre d'années, un certain temps,
par les divisions souvent provoquées par la tutelle elle-même, le ministère. On avait à peu près dedans, on va dire, 5 divisions. On était une sorte de serpent à 5 têtes. Moi, j'élargis même. Parce qu'il faut savoir que les gens comme Robert Paul, il y a des spécialistes qui ne veulent pas le compter. Ils vous disent qu'il était exclu. Il y a Balegel, il y a des gens qui ne veulent pas le compter. Les deux là se sont auto-exclus en s'inscrivant dans le soutien à des candidats non UPCistes. On restait donc 3 groupes. Le groupe de Badenkop, le groupe de Banjoun et le groupe des fondamentalistes. Le groupe de Badenkop, le groupe de Banjoun, eux, ils sont des groupes légaux. L'égalité par défaut, c'est-à-dire qu'ils sortent d'un congrès. Ils ont déposé le dossier de prise d'acte. Le ministère n'a pas répondu, puisque ça la rend, ça méthode pour diviser. Et du coup, par l'effet de la loi, ils sont légaux par défaut. Donc on ne peut pas contester Badenkop. Du moment le ministre n'a pas refusé. Maintenant, comme il ne dit rien, je crois que c'est après 8 jours. C'est bon. S'il ne dit rien, si un autre UPC ne dit rien, après 8 jours, il est réputé. La même chose pour Banjoun. Moi, je voulais contester les fondamentalistes, on voulait contester. Pourquoi? Parce qu'on va au congrès avec eux. Au sortir du congrès, on est divisé pour une question interne, procédure interne. C'est un autre débat. On a toujours dit que quand moi je veux porter plainte, les fondamentalistes m'arrêtent, je suis mis à minorité. Parce que je suis mis à minorité, bien que je sois convaincu que je lutte pour la bonne cause, je suis obligé d'accepter. Ok, on ne va pas les attaquer en justice. D'accord. Et ils sont même partis avec un type valable, un fondamentaliste valable comme Binouma. C'est un brillant avocat qui a l'idée. C'est un très bon type. Mais le Banjoun est parti avec lui. Dans ce schisme, l'année dernière, au mois d'avril, on fête notre anniversaire de création le 10 avril. Henriette Koué, qui est la chef du groupe de Badenkop, a la lumineuse idée de nous réunir sur ce qu'on appelle une cause supérieure. Elle nous dit, nous devons aller aux élections l'année prochaine, et pour cela, il faut qu'on commence à réfléchir sur notre candidature endogène au-delà de nos divisions. Mettre les égaux de côté. Oui. L'intérêt supérieur de la République. Oui. Et ça nous accroche tous. Au nom de la crédibilité qu'Henriette Koué représente, aujourd'hui, elle est l'upétiste la plus constante. Parmi les Mohicans, là, elle est peut-être la dernière des Mohicans. Et on vient non tous. Banjoun vient à la tête Niek et chez Rose. Et nous, les fondamentalistes, moi, Mbagim, Mouma et Njiki, c'est nous les leaders des fondamentalistes. On vient, et puis elle me met là avec Michel Iclador. Elle nous dit, voilà la méthode. La méthode, on va procéder. Je nomme un laboratoire qui procède à la présélection de tous les présidentiables dans l'UPC. Et je laisse le temps, plusieurs semaines, pour qu'il y ait des propositions ou des contestations avant de passer à la dernière sélection. On est tous d'accord aussi, en avril, dans la cour d'Henriette Koué à Bonakwa, c'est pas lourd. Avril 2024. Oui. Et le laboratoire sort une liste des vins et Clador appelle ça les lions chassent en bande. Henriette Koué dedans. Dans sa classe, parce que maintenant, nous on a l'UPCI, on se connaît. Il y a les classes. Première classe, c'est Henriette Koué, c'est Hoogben Lind, c'est les Yarnier Tom en classe Angola. de mérite dans le combat, dans la durée de la lutte. D'accord. La durée, la résistance dans la lutte. Okay. Même s'il y a des malentendus. D'accord. L'âge chronologique d'abord. Ce que tu as fait de ta vie, ce que tu as fait dans ta carrière et comment tu as lutté. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit que la plus solide, c'est Henriette Koué. Parce qu'elle, c'était constant jusqu'au bout. Hein? Elle ne s'est pas épuisée. Il y a beaucoup qui sont bien pour la lutte. Mais, parce que Dieu ne nous crée pas de la même manière, d'autres s'épuisent plus vite. Certains s'épuisent plus vite que d'autres. Absolument. Elle est dans leur groupe là, dans le groupe des Mohicans. Il y a le Lucas Basile dedans. Hein?
voilà des gens solides de chez nous. Il y a les Mbanga, voilà leurs camarades. C'est-à-dire que les mois là, nous on est leur servant de messe, en réalité. Et puis nous on vient derrière. Entre moi et eux, il y a les balégués, il y a les bapo là. C'est les arrière, il y a les Mbanga, il y a les Luka dedans. Luka Basile, c'est un vieux lutteur. Ok, et donc je crois qu'on est une douzaine. Et on doit se rencontrer la deuxième fois en septembre, mais cette fois-ci à Yaoundé. Et entre-temps, on accepte une direction bicéphale. On dit, ok, comme le ministère nous impose 2 directions, par défaut, elles sont par défaut, ok, c'est ça qui nous reste, on va accepter ça, on va vivre avec 2, on va faire les choses, et c'est ça qu'on appelle dépasser les divisions pour un intérêt supérieur. Et on fait donc une réunion à Yaoundé, pas de contestation en septembre. On fait une autre à Équité, pas de contestation. Je vais à la réunion d'Équité avec Rose sous ma main, ou sous mon aisselle, ou vice-versa. D'accord? Parce que de temps en temps, je me trompe à l'appeler Tata. Hein? Mais elle ne pourrait pas, en Rose ne pourrait pas accoucher, quand même. Voilà. Et donc, le respect pour elle. Donc, on chemine ensemble. C'est Rose? Chez Zéché. D'accord, ok. Hein? Qui est une sœur à celui-là, Absolument. qui a la présence. Hein? Mais je ne sais pas comment on l'appelle encore là. Mais chez aussi. Et donc, on se retrouve également à Équité. Et le pitfall où on a sorti la finale, c'est le 15 septembre, le 15 janvier. Et le 15 janvier, quand on va donc à Bafoussam, il y a quelque chose, un dysfonctionnement qui fait que les 2 présidents ne sont plus là. La direction unique, celle qui est là, prend ça sur elle. Ok? Et à mon avis, elle pèse assez. Et à mon avis, elles sont amies. C'est les filles du lycée Leclerc. De l'époque, c'est les premières filles du lycée Leclerc. Elles ont cheminé là-bas ensemble. Rose Chez et Henriette Touquet. C'est là où la fumée est donc sortie. C'est moi qui suis sorti. Et pourquoi je parle ça comme ça? Je suis un type qui est très exigeant en légitimité. Je n'aime pas les légitimités. Et pour moi, la légitimité précède la légalité. Je leur exige que, ok, il faut qu'on ait un autre moyen de vérification. Quand je vérifie, Ecuador Péquois déroule donc sa méthode. Après, les chasseurs, le lion qui chasse en bande là, il a pris son micro, s'est mis à interroger les sections. Il a pris la vie des sections. Il y a 155 sections dans lesquelles on est présent. Les sections sont en fait les représentations communales. Local, absolument. Il y a 139. Et sur toute l'étendue du territoire. Oui. Sachant que le territoire a 360 communes. Absolument. Ok? Et donc, je suis, comme on dit, les enfants disent à l'école, sorti premier. J'ai demandé à mes internautes de vérifier. J'en ai personnellement. Ok? Il m'est revenu que je suis aussi extrêmement dans le cœur des Camerounais. Qu'en dehors des taux et de Nganou, personne ne pèse autant que moi. Ok? J'ai considéré, pour moi, c'était une deuxième vérification. C'est pourquoi j'ai accepté ça. Parce que je suis exigeant avec moi-même. En tant qu'enseignant, en tant que scientifique, je voudrais être exigeant avec moi-même. Parce qu'en plus, je n'ai jamais conçu la politique comme une occasion de m'exprimer, de m'affirmer ou de vivre. D'accord. Durant ce processus, vous avez dit dès l'entame, ceux qui contestent un peu tout ce qui se passe, Balégal en côte et Bapolé. En novembre, après Yaoundé, avant Équité. Donc ils ont entamé le processus. Non, ils ont entamé en avril, c'était en avril. D'accord. Mais ils sortent en novembre et vont, il n'y a que Bapo et Bapo et Balégal s'en vont soutenir Bia et Akeri. Ok, exact. Ok? Et donc on reste seulement 3 groupes que l'on va appeler le groupe des électoralistes. D'accord. Endogènes. Les autres sont aussi électoralistes, mais ils soutiennent parce qu'ils estiment que la lutte est longue et difficile et ils risquent de ne pas arriver. Ils vont mettre qu'on leur donne quelques strapontins. D'accord. Ça c'est pour Bapo. La même chose pour Baléga, ils sont dans la même logique. Mais en quoi ils sont différents? Ils sont différents que le cabinet civil aurait adoubé Bapo.
Et Baleg, elle est mécontente de n'avoir pas été récompensée. C'est par dépit qu'il soutient. Je ne sais pas si c'est le cabinet civil, mais je sais qu'il y a des décisions de justice qui, dans un premier temps, depuis 2022 d'ailleurs, hein, l'une reconnaît pas. Tout le monde au-dessus des décisions. Personne ne respecte la justice. Ils ont copié ça du MINAT. Comme ils ne respectent pas aussi, ils ne respectent pas. D'accord. Ils ont des combines à la présidence. Et la présidente, je ne dis pas sur le président, je dis à la présidente. Les fonctionnaires de la présidence ont adopté Bapor et ont rejeté, ou bien ont abusé, ou bien ont menti Balegel. Et ils veulent leur régler leur compte. D'accord. En tout cas, c'est notre lecture. Dans ce contexte, donc, ne craignez-vous pas le risque d'une disqualification de votre liste, tel que ça a été perçu, tel que ça a été vu lors des élections locales de 2020? Vous savez qu'en 2019, le Conseil électoral avait dit aux listes de l'UPC, notamment dans l'Union Akélé, et puis qui s'est quand même étendu, j'ai deux listes, si vous ne vous entendez pas, allez vous entendre, donc continuez le processus. Est-ce que si votre candidature est portée par l'UPC aujourd'hui et qu'une autre candidature de l'UPC surgit, ne craignez-vous pas ce risque de disqualification pour reprendre la question? Au point où on en est, il n'y a pas une autre candidature endogène. Donc ni Balegel, ni... Balegel est à Kéré, à Univers. C'est l'UPC qui et nous, on n'est pas contre. D'accord. C'est Univers qui va présenter Balegel. D'accord. Un gouvernement a dit ça. À la Mondial Vision. OK? Et c'est le RDPC qui présente pour Bia. Non, l'UPC, en fait, la... Non, l'UPC ne présente pas pour Bia. parce que c'est clair. Est-ce que le RDPC... Bapor Lipo, au sortir des différentes rencontres, notamment avec le MINAT, a dit l'UPC soutient la candidature du président... Il dit ce qui n'est pas prévu. Il n'est pas prévu que un parti X présente un candidat du parti Y. Il ne présente pas, il soutient. Il ne présente pas. Mais soutenir, c'est venir dire dans la rue que tu soutiens. D'accord. Tu ne t'adresses pas à Eleka pour soutenir quelqu'un. Bapor a seulement dit dehors qu'il soutient pour bien. Mais il n'y a aucune transaction avec Eleka pour ça. La même chose Balegel pour Akéré. Donc finalement, au point où on en est, l'UPC aura un seul candidat, le mien. D'accord. Parce que ce n'est pas possible d'aller à l'ECAM dire que toi tu es UPCiste, mais tu présentes bien, on va dire que tu es bien le candidat du RDPC. Tu n'as pas fait. D'accord. Alors, je comprends. Venons-en. C'est que je m'en vais inscrire le fils de Tongwa Liberman, de député Tongwa Liberman. Bon, d'accord. Pour les inscriptions des enfants, c'est possible, mais pour les élections, ce n'est pas possible. Cela dit, venons-en au programme. Donc, si on veut nous disqualifier, au projet de si on veut société. disqualifier ma candidature, il faudra trouver un autre motif. Absolument. D'accord? Ça ne peut pas être le motif. Ce qu'on nous a fait en 2020. Il aurait fallu deux candidats. Pour l'instant, il n'y a pas même un murmure. D'accord? On a murmuré un type de la Banque mondiale. Charlot a mené un type de la Banque mondiale. Mais quand on lui a dit que tu as un type de la Banque mondiale, il dit que non. On lui colle ça, c'est pas lui. D'accord. Bon, ton ami, l'autre, le Bel. Le Bel a mené le franquisme. On lui a dit les enfants de tout. Mon ami. Oui. Non, c'est pas mon ami. Bon, je me trompe alors. On lui a dit franquisme. Est-ce que Franck a dit? Franck a dit à Paris que lui, il est du RDPC. Un, deux. Qu'il respectait le texte du RDPC. On soutient le vieux jusqu'à la mort. Franck a été clair. Hein? On ne peut pas attaquer Franck. Enlève l'enfant de tout de ta bouche. Depuis, c'est tu. Donc, on n'a même pas une suspicion d'un autre candidat. Ce qui me permet de conclure ici la première question. Quelle est la procédure? Mais même par défaut, au moins je suis. Parce qu'il n'y a pas un autre. D'accord. Parlons donc de votre projet de société que vous allez proposer soumettre à la sanction des électeurs en octobre prochain. Vous évoquez une glissade et une chute du Cameroun depuis les indépendances, en même temps que vous rappeliez que l'UPC avait déjà un projet de société clair et ambitieux. Parce que l'une des parties, sinon la première partie de votre projet, c'est le diagnostic que vous faites. Pourquoi, selon vous, ce projet de l'UPC a été écarté et quelles en sont les conséquences aujourd'hui?
Merci encore pour la question. La première chose, c'est que vous appelez ça mon projet de société. Et il y a des personnes, et Koueba a soulevé ça ce matin. Hein, Ruben, il a aidé. Il aime la c'est un polycliniqueur de feu. Il dit que ce n'est pas mon projet, ce projet de l'UPC. J'ai répondu au forum que non. Le projet et le candidat sont tous les deux entités, les entités de l'UPC. Ce n'est pas l'UPC qui sera porté devant les Camerounais en octobre. Très bien. Et c'est ça. Ce sera Jean Baïbek. Ce sera Jean Baïbek qui va se présenter devant les Camerounais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse poursuivre. Voilà. Et donc, on doit comprendre que la personnalité propre du candidat compte de plus en plus dans le monde. Et donc, moi, je pense que ça marche comme quand on dit que Eto'o est un lion. C'est Eto'o qui met le but. Mais c'est le but du Cameroun. Nous devons savoir qu'à un moment, on ne s'appartient plus. On appartient à nos associations, à nos partis politiques, à nos communautés, à nos entreprises. Et il faut être humble pour accepter ça. Moi, j'accepte ça, même si j'ai travaillé beaucoup pour ça. Maintenant, je reviens dans le fond. Pour avoir travaillé pour ça, il faut dire que c'est un travail intellectuel énorme pour un projet de société. Et donc, ce que nous avons appelé la glissade, c'est que le Cameroun n'est pas comme ça. Il n'est pas né comme ça. Le Cameroun avait été pensé par les pères fondateurs. C'est-à-dire que le groupe de Oum et tout son groupe là, Moumi, ils ont pensé le Cameroun. Tel qu'ils avaient pensé, ce qui s'est passé, c'est que le Cameroun avait été pensé pour que ces richesses soient exploitées par ses enfants et partagées équitablement à tous ses enfants. Mais le colon qui était là, la France de Gaulle, ne voulait pas ça. Ce qu'ils ont fait, c'est eux-mêmes qui disent, après ils ont écarté militairement et politiquement ce groupe-là, où Moumien, ils les ont assassinés, et c'est ça la glissade. Pour donner le pouvoir à d'autres Camerounais qui étaient de bonne foi au départ, mais qui étaient moins préparés parce que moins intéressés. Parce que la lutte est comme ça, le travail est comme ça. Tout le monde n'a pas le même engouement pour faire un travail, en particulier un travail difficile, comme chasser les colons blancs. C'est un travail difficile et compliqué. Ça passionne certains, et d'autres disent que, ok, allez devant, on vous soutient, non, on ne vient pas. On prend ce que... Même dans les familles, on trouve ça. C'est-à-dire que 5 enfants, il y a 2 vaillants garçons, et on peut avoir 2 bons fainéants, qui peuvent être fainéants, mais qui peuvent aussi être peut-être malades. Le problème, c'est que le voisin qui assassine votre père, et peut-être les 2 aînés, qui sont vaillants, décident de donner la direction de cette famille à 2 personnes malades et tarées. C'est ça. Du coup, votre projet, votre entreprise, votre bien et votre richesse que votre père vous a laissée va s'évaporer, va être gaspillée. C'est des voyous, on n'insulte personne. Toutes les familles de la terre ont des voyous. C'est des fainéants. Toutes les familles ont des fainéants, comme toutes les familles ont les génies. On tue vos génies et on prend votre patrimoine, on remet entre les mains des fainéants. Évidemment, les fainéants vont, on va dire, pour ne pas dire fainéants, parce qu'on ne va pas dire qu'Aïdjo était fainéant, on va dire les moyens. On enlève ceux qui étaient bien préparés, qui étaient capables d'être, qui étaient à la hauteur de cette tâche difficile. C'est une mission difficile. Un moyen ne peut pas réussir. On remet donc à un moyen. Ok? À un groupe de moyens. Et les groupes de moyens, évidemment, ne vont pas arriver. C'est très difficile de construire un pays. Ce n'est pas une chose facile. Il faut être mentalement préparé. Il faut être intellectuellement préparé. Si on n'est pas préparé, il faut avoir la bénédiction, on ne va pas arriver. La preuve, 70 ans après, c'est un marasme jamais vu. Ok, c'est un recul. Donc il y a une glissade, il y a une chute. Nous sommes à la chute. Les enfants ne voient que la chute là. C'est-à-dire qu'ils nous comparent à la Corée. Quand ils lisent l'histoire, ils nous comparent à Singapour, au Dragon. Ils nous comparent même au Ghana. Ils nous comparent même au Sénégal. Ok? Au Sénégal, regardez à qui ce qui se passe. Regardez à quel point la colonisation française a détesté le Cameroun. Au Sénégal, on remet le pays entre les mains du Sénégalais le plus futé.
Senghor. Léopold Sédar Senghor. Au Cameroun, on remet un dernier de classe. Il était dernier à l'école primaire supérieure. On écarte, et après avoir arraché à un érudit, parce qu'un Mbida était un érudit, il est à classe des premiers médecins du pays. C'est lui qui gagne les élections lorsqu'on nous écarte. Même à Lyon, on arrache. On remet à celui, on remet à celui dont on n'est même pas sûr qu'il savait écrire ni lire. On ne savait même pas. Mais je crois que comme il n'était pas taré, hein, il a fait l'autodictatisme après. Il a appris lui-même. Mais ce n'est pas lui. Même Mbida, parce que là on va dire que, hein, même Mbida, ok, il y avait les Mbida, et il y avait les Sopa. Quand même, ce n'est pas les gens qui manquaient. Il n'y avait pas que les nationalistes, c'est dur. Absolument. Vous avez écarté Moumié, vous avez chassé Wandji, mais où est Paul Sopa prison? Alors, vous avez fait ce... Donc, les colons français, quand ils viennent pleurnicher là, ils ne veulent pas être francs avec nous. Ils ne sont pas sérieux. Comment vous avez détesté le Cameroun comme ça? Qu'est-ce que le Cameroun vous a fait? Mais lorsque nous on analyse, on comprend. Ils venaient d'une catastrophe au Vietnam. Les Vietnamiens les avaient roulés dans les bouts. Et ils viennent se venger sur nous de leur échec, terrible échec du Vietnam. Voilà ce qui s'est passé. Alors, vous faites donc ce diagnostic et vous en arrivez à identifier ce que vous qualifiez de 5 catégories de pourriture. Je les cite. Politique, familiale et communautaire. Avant les citer. D'accord. Et un spécialiste, un polémiste ici là à Bonakwangwa. À Bali. Ah d'accord. J'allais demander si tous les spécialistes sont à Bonakwangwa à côté des charrettes quoi. Malangema Yeke. Oui. Malangema Yeke m'a dit, si tu appelles ça les pourritures, tu es en train de dire que le RDPC est pourri. Mais comme c'est un politique anarchiste, il lui a dit, changeons dans le mot, il propose un mot. Ça fait 3 jours, il n'a pas proposé le mot. Mais mon épouse elle-même qui a lu. Avant pourriture, c'était gangrène. Ok. Elle m'a dit gangrène est trop dur. C'est à cause d'elle que j'ai changé pourriture. Mais pourriture fait un peu péjoratif aussi. Je veux dire, gangrène me paraît plus soft. Bon, voilà. Plus élégant, plus galant. Bon, pourriture, ça fait un peu bas de tâche. Elle sait ce que c'est qu'une gangrène. Ah, d'accord. Ah, non, je comprends mieux. Non, je comprends mieux. Je comprends mieux, voilà. Donc, vous identifiez 5 grandes catégories de pourriture. Vous les dites, vous les citez. Politique, familiale et communautaire, macroéconomique, sociale et culturelle, institutionnelle. D'abord, vous allez nous les expliquer brièvement, mais surtout, laquelle vous semble la plus urgente à traiter? Pourquoi? Alors, la pourriture de la gouvernance interne, politique interne, c'est en fait de la mal-gouvernance. Des choses comme le pillage du pays, le détournement de fonds, les choses comme l'oppression, les choses comme la guerre, c'est parce qu'on est mal gouverné. Les pourritures macroéconomiques, c'est des choses comme familiales et sociales, c'est des choses comme les souffrances. La vie chère, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les nids de poules, c'est les ordures dans les villes. Les pourritures macroéconomiques, c'est les grandes sociétés qui sont en panne. En réalité, c'est l'économie qui ne marche pas. Et sur le plan des institutions, c'est aussi la mauvaise constitution, la mauvaise loi électorale en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui est urgent par rapport à l'autre? Dans les 5 catégories, c'est les 5 catégories, on va dire, typologiques. Mais dans les 5 catégories, il y a les urgences de la gouvernance et les urgences de la vie sociale. C'est pourquoi, quand on arrive au niveau du traitement, on les prend par catégorie intrinsèque. On prend maintenant les catégories, ce qui est urgent à part, et on prend ce qui est urgent partout. C'est-à-dire que dans le groupe des urgences, dans la gouvernance, on prend le pillage du pays, les détournements de fonds, c'est urgent. Pour nous, ça va être le jour de l'installation. On sort le décret qui dit que personne ne bouge. Ah. Non, tu ne bouges pas si tu ne déclares pas, tu justifies. La chasse aux sorcières? Non. Tout le monde, personne ne bouge. D'accord. Pour que le premier mois, la personne, tu ne sors pas. Tu déclares.
Surtout si tu as occupé un poste supérieur égal à directeur de l'administration. Tu ne peux pas sortir si tu ne l'as pas déclaré, justifié et qu'on t'a donné un certificat. On va dire ça aux commissaires qui sont dans les aéroports. Ceux qui ont fait il y a 30-42 ans là, ils pourront justifier tout cela. Ben, justifie, tu vas sortir, justifie et tu restitues, puisqu'il y a, c'est un décret qui fixe la déclaration, la justification. Quand tu as fait, et la restitution de ce que tu ne peux pas. Ah, restitution après. Oui, si tu ne peux pas justifier, restitue. Pas de prison. On va te juger après. D'accord? Mais rends d'abord. C'est ça qui est plus important pour les Camerounais. Ok? Tu as déclaré, tu as justifié, tu as restitué, on te donne le certificat, tu sors. D'accord. Ok? Ça, c'est le jour de l'installation. Quand on finit de jurer là, on fait comme. Vous jurez à 10h, à midi, vous signez le décret. À 14h, les barbouzes vont faire le travail. Non. Non. Avant de sortir, quand on finit là, on s'assoit là, on signe ça là à l'Assemblée. On ne sort pas de l'Assemblée. On va à la prestation de serment avec ça. Ok? Ça, c'est la gouvernance, par exemple. Ok? Mais ce même jour-là, on signe le programme de 3000 forages, c'est-à-dire 30 forages par région. C'est-à-dire 3 forages par département. Et ce jour-là, vous prenez les moyens où vous les exécutez comment vous? C'est pourquoi j'ai amené le budget. Non, on ne va pas loin, on regarde le budget. Les 30 forages, c'est 150 milliards. OK? Or, le budget d'investissement ici, au total, c'est 1800... Oui, mais c'est le budget. Est-ce que vous êtes convaincu que comme vous signez là, vous allez trouver les 150 milliards debout où vous serez? Oui, parce qu'on les trouve dans cet ordre-là depuis plus de 10 ans. Chaque année, on trouve ça. Là, on est là. En début février, l'argent est dans les caisses. OK? Parce que l'État prend les impôts aux brasseries, les prend à la SNR, cet argent est là. C'est pourquoi on dit qu'on lance le budget en fin février, début mars, non? Cet argent est déjà là. Vous risquez d'être, éventuellement, si vous êtes élu, installé vers novembre, mi-fin novembre, après tout le processus, voire même décembre, après tout le processus du contentieux et tout le reste, du Conseil constitutionnel. Et là, nous sommes en fin d'exercice budgétaire. Dans ces conditions, les caisses commencent à le budget est de 7 milliards. Exsangue. 7 milliards 250 000. 7 000 milliards. OK? L'investissement, 1800 milliards. Maintenant, on va rationaliser l'investissement. C'est-à-dire que, quand on dit que l'investissement à la présidence est de 9 milliards, qu'est-ce qu'il y a à investir? Qu'est-ce qu'on investit? On construit quoi là-bas? Vous êtes serein de ce que, si vous arrivez, les gestionnaires sortants ne vous diront pas que tous les engagements ont été exécutés, tous les fonds ont été... Vous pensez que vous allez arriver à trouver l'argent qui dort tranquillement, qui vous attend? Parce que vous êtes président élu. Alors, il y a que... La première chose, c'est que nous, on donne le ton dès maintenant. OK. OK? Voilà. Et on espère, on tâte le terrain. Il y a beaucoup de Camerounais qui comptent sur nous. Il y a beaucoup de Camerounais qui nous respectent. Aussi bien dans l'armée que dans la haute administration. Sur la gouvernance. La gouvernance politique interne. Vous évoquez notamment la guerre des régions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quel regard vous portez sur la gestion de cette crise? Bon, on le sait, mais surtout, quelles sont les solutions concrètes que vous proposez? Depuis, on en parle, ça va faire 7 ans. Vous, président, que faites-vous? Vous appelez également les différentes parties au Congrès, comme vous allez prêter serment, et vous discutez là-dessus. Fin la guerre, vous signez un décret, la guerre va s'achever comment? Le jour-là, on signe un décret qui organise la grande palabre nationale selon une méthode pyramidale, commençant d'abord dans les cantons, puis dans les communes, puis dans les départements, puis dans les régions et puis au niveau de la nation. Concrètement, les chefs... Ça peut prendre un peu plus d'un mois. OK. OK? Mais les gens se réunissent dans chaque instant, dans les 300 arrondissements, dans les 300 communes. Ils disent comment ils voient la nation et quel est le problème. Ils veulent qu'on résolve quoi. Est-ce que vous ne risquez pas de retomber dans l'une des critiques qui a été faite, à savoir que la crise dans les régions du nord-ouest est une crise typique, localisée, qui n'est pas forcément
en lien avec les autres problématiques nationales? On fait la synthèse. C'est pourquoi on va étape par étape. À chaque temps, on fait la synthèse. À la dernière étape, il y a la synthèse de ce qui est commun à nous tous, même à des degrés divers. Par exemple, on va certainement observer que la question d'eau, à Douala, l'eau est à 5 mètres dans le sol. À Yaoundé, il est à 25 mètres. OK? Et la nappe phréatique à 120 mètres, je peux le dire. Parce que chez moi, j'ai à la fois un puits et un fourrage. D'accord. Que j'ai fait. OK? Et qu'à l'extrême nord, à Marouane, à 150 mètres, j'ai travaillé là-bas. OK? Donc le problème d'eau n'a pas le même coût partout. Mais il existe partout à des intensités diverses. Ce qui nous permet de faire une péréquation. Les 3000 fourrages, il y en aura probablement beaucoup plus à l'extrême nord que là où l'eau est à 5 mètres. D'accord. On va privilégier les puits. OK? Pour compenser le manque d'eau. Ça permet d'abord le point de discuter les problèmes de la nation. Je crois que c'est Mbouamassok. J'attends son travail là-dessus. Mbouamassok a beaucoup réfléchi sur ça. Il va nous dire, on va prendre sa contribution pour organiser ce dialogue qui nous permet de déverser tout, de donner nos mécontentements étape par étape, à peu près 5 étapes. Et on va arriver à une certaine nationale dans un travail bien fait, avec un objectif précis, celui d'établir la vérité, de réparer ce qui est réparable, de demander aux personnes qui ont été lésées de pardonner. D'accord. Pour qu'on reparte sur des bases saines. Prof, les problèmes sont assez pertinents, ce que vous proposez dans votre programme. Par exemple, sur le plan de la forme de l'État, vous en appelez à la refondation du Cameroun et vous prenez un État unitaire fortement décentralisé et démocratique avec une économie sociale de socialiste. Une économie, pardon, socialiste de marché. Alors pourquoi ce modèle serait-il plus efficace que le modèle actuel? Alors, l'économie socialiste de marché, le modèle actuel est un modèle libéral sans contrôle. La différence entre le modèle libéral sans contrôle, d'une part, et d'autre part, le modèle socialiste de marché, c'est que dans le modèle socialiste de marché, tu fais d'abord la preuve que ton entreprise là est intéressante pour le peuple. On ne va donc pas trouver des aberrations comme on vend le whisky en sachet de 100 francs. Si tu vends le whisky en sachet de 100 francs, tu veux une seule chose, c'est l'argent. Tu ne peux pas penser au peuple. Tu ne peux pas avoir peur. C'est 100 francs qu'on a un enfant pour aller à l'école. Et il peut acheter un sachet d'alcool. C'est pour ça que les Anglais ont mis ça dans un conditionnement qui n'est pas accessible à l'enfant. Et ils ont éduqué le marchand du supermarché de ne pas vendre avant 18 ans. D'accord? Donc l'objectif central n'est pas le bénéfice. L'objectif central est la satisfaction des besoins du peuple. C'est ça l'économie socialiste de marché. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas ouvrir des bordels partout. C'est quoi ces auberges où on doit violer nos enfants? C'est quoi ça? C'est quoi ce pays où on prime ou fait admirer un industriel du tabac? C'est quoi ce pays où la fémania, il y a trop de le capitalisme sauvage ne regarde que l'argent. D'accord? Alors que l'économie socialiste du marché, on forme l'entrepreneur pour s'enrichir sur les besoins importants, significatifs du peuple. Et ce qu'on appelle besoins importants et significatifs du peuple, c'est les besoins qui aident à construire l'homme pour qu'il vive mieux et bien. Si tu veux faire les bénéfices là-dedans, on est d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas faire les bénéfices sur du poison. D'accord? Et il y a une entité pour surveiller ça. La qualité. Oui, la qualité. D'abord, l'idée que c'est pour le peuple et la qualité. On ne s'enrichit pas sur n'importe quoi. D'accord. C'est ça l'économie socialiste de marché. Puisqu'on est en économie, sur la question monétaire, que vous abordez également, avec une critique poussée du franc CFA. Et du coup, est-ce qu'une monnaie africaine unique aujourd'hui est envisageable et viable pour notre économie, dont on sait
qu'elle est davantage portée vers l'importation, même si la démarche actuelle sur la SND 30 est l'import-substitution. Le Nigeria a 300 millions d'habitants, il a une monnaie. Quand tu prends tous les 14 pays, là, on a 300 millions d'habitants. Du tout. Pourquoi on ne peut pas avoir notre monnaie? Ils ont pensé à leur LECO, qui correspond à l'abréviation de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on propose mieux. On propose l'afro. Pour que le Cameroun pose les bases d'une monnaie africaine. D'accord? Qui sera une fusion entre l'ECO, le Naira, la monnaie sud-africaine, la monnaie angolaise. Et qu'on ait notre monnaie. D'accord? Voilà. Et les États-Unis ont, à eux seuls, 350 millions d'habitants. Ils ont leur monnaie. Où est le problème? Le dollar. Le dollar. Ils ont donné la planche à billets. Voilà. Et c'est l'occasion pour nous ou jamais. Maintenant que le monde est clairement bipolaire, d'un côté, il y a les États-Unis, de l'autre côté, il y a les BRICS dirigés par la Chine et la Russie. D'accord? L'Europe est mise en ballottage. C'est l'occasion ou jamais pour nous de sortir définitivement du néocolonialisme. On ne peut pas rater cette occasion. Ok? Maintenant qu'ils nous courent après pour dire qu'on reparaît le contentieux historique, nous on profite de l'avant, laissez-nous tranquilles. On revoit nos relations. On quitte les relations d'esclaves à maîtres. On entre dans les relations de peuple à peuple qui se respectent. Facilement dit comme ça. Si c'est trop difficile, on coupe d'abord, on fait comme l'AES. C'est l'occasion, si on ne coupe pas maintenant, on va couper quand? Si on ne règle pas ça, c'est vous coupez avec toutes les conséquences. Soutien multiforme, aide à tout. L'AES a perdu quoi? Quand tu ne sais pas tailler l'oreille, le plantoir, regarde l'oreille du chien. Qu'est-ce que le Mali a perdu? Le Burkina a perdu quoi? Le Mali a perdu quoi? Le Niger a perdu quoi? Qu'est-ce que nous on va perdre que les autres n'ont pas perdu? Est-ce que en termes de solidité, ces pays-là étaient plus solides que nous? Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut avoir un peu de courage politique. C'est un des critères. Ok? Pour avancer. On ne peut pas, aujourd'hui, les États-Unis, qui sont le pays le plus fort du monde, négocier avec la Russie, négocier avec la Chine égal à égal, on veut rater cette occasion. D'accord? Parce que Poutine a l'avantage d'être venu arme à main lutter contre le colonialisme en Afrique australe. Je l'ai vu dans une photo, il paraît qu'il était au Mozambique. Ok? Donc, pourquoi on ne veut pas avancer? Il nous manque quoi? Qu'est-ce que Assimi Goïta? Il nous manque quoi? Quoi qu'Assimi Goïta a? On doit rejoindre les BRICS et l'AES. D'accord? Pour nous, sur le plan international, c'est un objectif. On devra le faire. Ok? Et on ne voit pas de risques. Parce que qu'est-ce que le néocolonial a finalement? Le système néocolonial est une coquille vide. Ces gens-là ont été incapables de lire l'histoire pour expliquer sur le plan historique au peuple européen. Que sur le plan historique, c'est les Européens qui ont attaqué la Russie 2 fois en 200 ans. Au point d'arriver à Moscou. Napoléon est arrivé à Moscou en 812. La Russie n'a jamais attaqué l'Europe pendant ces 200 ans-là. Ok? Lui, Hitler, lui, il est arrivé à 100 km de Moscou dans l'opération Barbarossa. Un pays que vous avez attaqué 2 fois en 200 ans. Vous dites maintenant que vous voulez mobiliser toute la terre pour éviter qu'ils nous envahissent. Et puis sur le plan historique, la Russie a des arguments, je vous l'ai dit. Ok? La Russie est un pays très vaste. Ce qui dérange l'Europe, c'est que l'Europe est un œuf. Elle est petite. La Russie est le plus vaste de la terre. Donc on n'a pas de... En tout cas, nous, on a pris l'option. Ok? En attendant que ce projet, ce pré-avant-projet ou avant-pré-projet ne devienne un avant-projet, puis un projet, parce qu'il sera le projet que lorsqu'il sera adopté par le comité directeur inclusif. D'accord. Au regard des défis donc auxquels notre pays est confronté, avez-vous le sentiment qu'on a l'élite
suffisamment forte, capable, élite politique, élite technocrate, pour porter un tel projet de refondation, puisque vous voulez tout remettre à plat? Oui, je vais argumenter. D'accord. Il faut savoir que Lénine nous dit que pour la révolution russe, qu'il a la révolution bolchevique, qu'il a faite en 2017, il a eu finalement 3 acolytes forts, sérieux. Martov, Trotsky et lui-même. Et la Russie est 5 fois plus grosse que nous. En termes humains. Ok? Donc même Mao nous dit que on ne trouve pas souvent 5 personnes. Je l'ai déjà dit ici une fois. Ce n'est pas ça le problème. Les chefs, on a les 3 ou 4 chefs dont on a besoin. Ce n'est pas ça le problème. Maintenant, au-dessous d'eux, on a besoin de cadres très qualifiés. Très bien. Le Cameroun, historiquement, ça c'est une des choses que le Cameroun a fait de lui-même, qui a très bien fait. On a des fonctionnaires bien formés. Le système éducatif a fait des sélections qui font que les fonctionnaires qui sont là ne sont pas ceux d'un parti. C'est les gars qui ont fait l'école primaire, ils ont passé leur CP, ils ont fait leur 6e, ils ont passé leur BPC, ils ont fait leur truc, puis ils ont passé les concours. Ils sont sortis de Polytechnique, de l'INSA, de l'école normale. Nous utiliserons les mêmes fonctionnaires, les mêmes militaires, qui, un, sont bien formés, 2, nous croient parce que ce que nous critiquons là, ils le vivent. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas là pour laisser un pays où il y aura le chômage partout et pas de travail pour leurs enfants, et les ordures sont partout sur les routes, et il y a les délaissages partout. Non, ils ne veulent pas vivre ça. Ils critiquent la même critique là, non n'est qu'une expression. D'accord? Les mêmes critiques viennent d'eux. Et je peux vous dire, dans la haute administration, j'ai des soutiens énormes. J'ai des soutiens partout. J'ai des soutiens dans l'armée. Je vous rassure qu'ils vont vous... Qui me le disent, les généraux? Qui me le disent? C'est pas la propagande. Non. D'accord? Non, allez investiguer. Les derniers qui m'ont appelé, vous savez d'où ils m'appellent? Non. Zoketele. Zoketele Sangmelima. Ok? C'est tout le monde. Pour vous dire qu'ils en ont marre ici, ils vous attendent, vous, votre candidat. Ils m'assurent de leur soutien. Ils attendent que ce soit public. D'accord. C'est-à-dire que l'on admet ma candidature là-bas. Revenons en quelques mots sur la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Alors, votre programme prévoit un état d'exception économique, ce qui est un peu, je me semble assez fort, pour la restitution des biens mal acquis. N'y a-t-il pas risque de résistance de l'élite qui, justement, serait en possession éventuelle de ces biens mal acquis? Face à cette éventualité, comment entrevoyez-vous quelle est votre marge de manœuvre? Quelle est la démarche que vous entrevoyez? La première chose, c'est l'exemplarité. Oui, mais je veux dire que si j'ai acquis des biens, j'ai suffisamment de force. Je vous réponds. D'accord. La première chose, c'est l'exemplarité. Ce que j'appelle l'exemplarité, c'est que moi, Baïbek, je vais déclarer mes biens et je vais les justifier. Vous avez quoi comme bien, Baïbek? Voilà. La déclaration a commencé. Ah. Mais je peux vous dire, j'ai les biens d'un chirurgien qui a travaillé de 7h à 22h pendant 30 ans. Quand j'opère les gens, j'ai opéré à la polyclinique, c'est donc me payer. Je peux vous montrer mes clients à l'Assemblée, au Sénat, à la présidence. Et vous dire ce qu'il m'a payé. Et le prendre à témoin qu'il nie s'il ne m'a pas payé tel nombre d'argent. D'accord. Donc, l'exemplarité d'abord. Ok. Et l'exemplarité, là, c'est le premier jour, alors qu'on n'aura peut-être pas encore modifié, fait le décret de l'article 66, c'est ça. Exact. Pour la publication. Comment je vais faire? La déclaration de... Donc, si moi je fais ça, je vous dis de faire. Si moi, ce que je ne peux pas justifier parce que je n'ai pas la preuve, la commission me dit que ça prouve, ça, tu as exagéré, et on me montre où j'ai volé. D'accord? Voilà. Pourquoi toi, tu ne vas pas faire? Alors, Toi-même, tu ne vois pas que le peuple va s'occuper de toi. Est-ce que c'est même moi? Est-ce que j'ai même le temps? vous proposez également des boîtes de dénonciation républicaine contre la corruption. À ce niveau, comment éviter les abus et garantir la protection des lanceurs
de ceux qui viennent dénoncer? Non, c'est des gens qu'ils peuvent choisir. Hein? Mais c'est une boîte dans laquelle on peut mettre le message. Ok. Mais pourquoi on retire le message? C'est une commission qui vient de là, on ne connaît pas. Quelque chose comme à la préfecture de Douala. Si Douala est sur la liste des départements, parce qu'il y a 50 départements, on peut dire que chaque jour par semaine, on ouvre les boîtes de je ne sais pas combien de départements. Ok? Ils viennent de Yaoundé, ils ouvrent peine tout ce qui les amène à Yaoundé. Et on apprend aux dénonceurs que tu peux mettre ton quota pour qu'on vérifie. Tu peux ne pas mettre pour si c'est évident. Ok? Mais nous, on vérifie. On ne va pas suivre n'importe quoi. D'accord. Mais ça a un effet. Quel effet ça? C'est le minimum. C'est l'intimidation. L'une des raisons pour lesquelles nous nous comportons mal, c'est parce qu'on pense que les gens ne vont pas parler et les gens ne vont pas voir. Du moment où nous savons que quelqu'un peut voir, et du moment où nous savons que les gens ont le droit de nous dénoncer, beaucoup de gens vont changer. Tout le monde n'a pas un courage d'en faire pour faire les crimes, non. D'accord. Alors, sur les institutions, notamment de lutte contre la corruption, on a entre autres, je cite le TCS, l'ANIF, la CONAC, pour lutter efficacement contre ce fléau. Que prévoyez-vous? Vous les maintenez, vous les renforcez, vous les reformez, vous dites ça n'a plus de place? Comment ça se passe? Fondamentalement, ce qui leur manque à toutes ces institutions, c'est la capacité d'exercer la répression. Ok. Ok? Il faut que l'ANIF, agent d'investigation financière, soit capable de bloquer un compte, de justifier. Ok? D'arrêter que l'argent ne bouge pas. Ok? Que le CONAC soit capable de traduire quelqu'un au tribunal, parce que ça a atteint un niveau de vigilance tel qu'il faut qu'on juge ça. C'est-à-dire qu'on va mettre les magistrats à la CONAC. Mais ce n'est pas elle qui juge. Elle fait le premier travail, l'instruction. Ok. Et on donne ça maintenant au TCS. Là, il y a des juristes spécialisés. Ce n'est pas que le TCS attend l'ordre d'une seule personne, le président. Non. Le TCS attend l'ordre d'une instruction qu'elle-même a déjà travaillé de façon professionnelle. Et donc elle soupçonne de fort... Oui, le soupçon est fort et le type n'a pas pu justifier. Ok? Mais tout le monde est jugé, tout le monde est contrôlé. Le Parlement, par exemple, fait quand même le contrôle là-bas à la CONAC. Parce qu'on sait que c'est les êtres humains. Les erreurs sont possibles. La mauvaise foi est possible. Le règlement de compte, la manipulation sont possibles. Donc tout le monde est contrôlé. Sur la crise anglophone et la réconciliation nationale, alors, vous proposez une libération conditionnelle des leaders sécessionnistes. Pourquoi conditionnelle? Oui. C'est-à-dire que comme c'est des gens qu'on ne connaît pas bien. D'accord. Il a une certaine liberté. Ok? Voilà. Et il peut même aller à Manfé ou à Kumba, à Limbe ou à Ndop. Ok? Mais il sait qu'il est suivi. Elle peut être électronique, non? C'est la première étape. Si tu es resté en prison 7 ans, à Koudengue ou au CED, nous on arrive au pouvoir. Le mois là, on te libère, on te donne un logement à Bastos. Ok? Tu peux prendre la voiture, on te donne même un chauffeur. Avec une voiture. Tu peux aller à Bambui. On n'a rien fait. On discute avec toi. D'accord? Parce qu'on est en route pour te libérer définitivement. Ok? Mais pour l'instant, on n'est pas sûr. Parce que vous-même, vous nous avez dit que parmi vous, il y a des bandits, non? Ok? Parce que la terre est ainsi faite. Partout, il y a les bandits. Sur la terre-ci. Partout où on met le pays, il y a des gens sérieux. Et il y a des gens qui ne sont pas sérieux. C'est-à-dire, chez les sionistes-là, il y a des gens qui ont pris les armes parce qu'il a cru en la cause. Il y en a qui entrent là, ce n'est pas la cause. Il n'est pas là pour lutter pour la cause. Il fait son business. Et il fait son business. Le coup dans le coup. Oui, il vend les armes, il fait le coup dans les coups. D'accord? Donc, eux aussi comprennent notre bonne foi et notre mesure du risque. Je ne peux pas dire qu'on va prendre le pouvoir aujourd'hui. On libère tous les Amba Boys. Non, ce n'est pas comme ça. On libère vos chefs d'abord. On discute avec eux. Vous, on améliore vos conditions là-bas. Ok? Et vos chefs
sont libérés progressivement. Quand quelqu'un a fait la preuve, un, de la bonne foi, deux, de la compréhension. Ça veut dire que tous ceux qui ont le sang sur les mains, là, tous les ordonnateurs, les financiers, les gens qui appellent le grand zéro pour les tirer dessus, aller faire ceci, enlever les sous-préfets, enlever les policiers, vous leur dites chèque en blanc. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac. D'accord. Il faut juger. Nous, on doit d'abord être de bonne foi. Ok. Ok. Moi, je voudrais utiliser la bonne foi que l'on m'accorde, que les Camerounais m'accordent comme chirurgien. Beaucoup continuent à croire et je leur promets que je ne les décevrai pas, que je suis un homme honnête. D'accord? Je peux me tromper. Je pars sur cette bonne foi pour dire, moi je suis de bonne foi et je veux régler le problème. Voilà ma méthode pour régler le problème. Maintenant, c'est peut-être une raison pour laquelle on a lancé le projet. Si vous avez une autre idée, dites-moi. Mais je ne veux pas faire de grosses erreurs. Ok? Dans cette affaire, je vais mêler les experts internationaux en police, en investigation. Ok? Les pays vont nous aider. Ok? La Russie peut nous donner de très bons services. Et ceux qui tombent donc sous le coup du sang sur la main, qu'est-ce qu'on en fait? Pardon? Ceux qui sont convaincus. Alors, ça c'est la question de comment on gère les traîtres. Ok? Les sangs sur la main, s'il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est d'abord nous. Vous savez que vous avez tous au Cameroun le sang, notre sang sur vos mains. Moi, mes deux grands-parents, vous avez tué, non? Ok? Donc, vous avez notre sang sur vos mains. Donc, nous, on peut prendre dans le problème avec beaucoup de hauteur. La question du sang sur la main peut se juger parce que, regardez la traité de Jésus-Christ dans la Bible. Pendant la même période, la même semaine, Jésus-Christ a deux traîtres. Judas et Pierre. Mais regardez la traîtrise de Pierre. Pierre traite, regardez comme un peureux. On lui coupe l'oreille. Il ne peut pas tenir. Il craque. C'est la peur. C'est différent de la traîtrise de Judas. Lui, c'est un commerçant. Il veut l'argent. Money man. La traîtrise est comme ça. Il y a plusieurs degrés de traîtrise. Et la prise du sang dans les mains comme ça, les inconscients qui ne mesuraient même pas. Qu'on a même manipulé, on a même drogué à son insu. Il y a des conscients. Ok? Il y a des conscients, mais il n'a pas bien compris. Même le leadership comme ça. Les gens là, les leaders, on va d'abord leur expliquer que, première chose, regardez comment vous posez le problème. Le problème là, vous l'avez posé en termes de francophone, anglophone. Tant de monde a été où quand on travaille ici? Fontaine était où? Ils n'étaient pas les amis d'Aïdjo en 72. D'accord? Pourquoi vous mettez tous les francophones dans le même sac? Nous les UP6, on ne venait pas d'exécuter Wandé. C'est compris, prof. Non, ne saute pas ça. Donc nous on exécute le dernier résistant, Wandé. Et maintenant vous nous mettez dans le même sac que vos parents qui étaient compris l'exécuteur de Wandé. Regarde, vous faites l'amalgame. Première chose, lisons l'histoire. Voyons ce qui s'est bien passé. Ce qui s'est passé est la traîtrise du système néocolonial qui avait absorbé les anglophones dès 60. D'accord? Au moins, Mouna a été absorbé. Vous savez à quel point je respecte ces enfants qui ont fait les preuves. D'accord? Daniel, on n'a pas vu un médecin qui a fait autant de sacrifices que Daniel qui était ces doigts-là. Ok? Wali, un cardiologue, un des nombreux profs de cardiologie. Tout le monde sait à quel point je les respecte. Mais leur papa a trahi énormément le nationalisme camerounais. Ok? Donc, il ne faut pas discuter le problème camerounais en termes d'anglophones francophones. Le problème camerounais que nous appelons le contentieux interne est une contentieux entre les nationalistes et les traîtres du nationalisme. Maintenant, dans la traîtrise, il y a au moins deux catégories comme la catégorie biblique. Il y a les traîtres par peur, ils ressemblent à Pierre, et les traîtres par corruption, les hommes vendus comme Judas.
au moins. Mais il y a des catégories intermédiaires ou mixtes. D'accord. Et donc, ce n'est pas un truc qu'on règle donc, avec un coup de stylo. Au fil, il reste une vingtaine de minutes. Essayons d'aborder les questions sociales, économiques, jeunesse et autres. Sur les questions de services de base, on va prendre quelques éléments. Hein. La question des délestages électriques. Il y a une forte problématique pour le financement et la construction des centrales solaires communautaires et leur entretien. Quelle réponse apportez-vous aux Camerounais? Vous avez vu que tout à l'heure, heureusement qu'on a le dispositif qui nous permet de reprendre le relais. On a eu quelques frictions en termes d'alimentation en énergie. Quel est le dispositif, quelle est la réponse que vous apportez aux Camerounais pour être certains qu'en termes d'eau et d'énergie, ils en ont à profusion, sans délestage, sans coupure? On a d'abord expliquer d'où vient le délestage. D'accord. Le délestage en électricité vient que c'est calculé. On sait que 1 mégawatt sert 1000 ménages. Et 1000 ménages correspond, comme un ménage correspond à 10 personnes. C'est ça un ménage camerounais. Parce que la science montre que chaque femme camerounaise fait 5 enfants en moyenne. Donc les 5 enfants, le mari, la femme, ça fait 7 noms. Un grand-parent et 2 cousins. C'est ça une famille camerounaise moyenne. En moyenne 9 personnes. Ouais. Et donc, si un mégawatt sert un foyer, il va servir 10 personnes. OK? Et si sert 1000 foyers, il sert donc 10 000 personnes. Quand on divise 30 millions par 10, on tombe sur 3000 mégawatts. Dont on a besoin. Dont on a besoin. C'est ça notre besoin. Mais on produit seulement 1500. Entre les 25 centrales thermiques, j'ai compté, il y en a 25. Et Déa, son Loulou, Lac d'eau, Nachtigal, et je ne sais plus quel là, ça fait 1500. Il nous faut donc 1500 mégawatts. Je fais les recherches, je trouve combien, pour qu'une centrale solaire te donne, on connaît le coût d'une centrale solaire, c'est 1 watt donne vaut $1. C'est quelque chose comme ça. Et quand on calcule, on sait qu'on a besoin, on arrive à construire les centrales solaires au total pour 600 milliards. Avec 600 milliards, on a assez de centrales solaires hein, pour produire les 1500 qui nous manquent. Et dès qu'on a les 1500, c'est fini l'affaire de délestage. Parce que quand on me délaisse, c'est parce qu'on veut te donner. Vous trouvez les financements, alors vous allez aussi aux emprunts? Non, on parle ici là, quand on regarde l'investissement, le Cameroun a l'argent. Oui, mais cet argent-là, c'est les emprunts, c'est le FMI. Non, il y a les impôts, il y a la SNH. On vend le gaz, on vend le pétrole. Mais tout ça est contenu là-dedans. Oui. Mais n'empêche qu'on va toujours chercher pour satisfaire tous les besoins. Viens lire ici. Non, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Comment? On vole ça. Et il n'y aura pas le vol quand on sera là. D'accord. D'accord? Il n'y aura pas ça. Et l'argent là va servir. Autre point important, la CSU. Ouais. Couverture santé universelle. Comment comptez-vous financer cette réforme? Non, on va fixer quelque chose comme 5% pour les bénéfices des entreprises. Ah, d'accord. Oui. D'accord? 5% pour les bénéfices des entreprises, 5% pour les revenus. Ça va être pour rata. Ok. D'accord? Des revenus. Et ça va donner une bonne ardoise qui va financer la CSU. On va ajouter aux 300 milliards qu'on a déjà réservé dans le budget de l'État pour la santé. Là-bas, il y a 297 milliards. D'accord? Ça ferait 600 milliards. On pourra prendre toutes les femmes enceintes, tous les enfants qui convulsent, tous les accidentés, toute la chimiothérapie gratuitement à la caisse. Vous ajoutez un impôt à ce qui existe déjà chez les entreprises. Ils vont vous regarder avec les yeux d'eau. Les entreprises. Elles vont vous laisser faire comme ça. Je veux dire, elles ont déjà une querelle d'impôts sur lesquels l'État... Qu'est-ce qui nous empêche de discuter avec les entreprises? D'accord. Hein? D'accord. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une politique qui augmente leur chiffre d'affaires? Au total, leur argent augmente. Parce qu'on a assaini le milieu des affaires. OK? Parce qu'on n'a plus de crédibilité d'hommes sérieux. D'accord. Sur les réformes de l'éducation
et surtout les motivations financières pour les enseignants. Prenons cet aspect. Comment évitez-vous le favoritisme et la fraude? D'abord, comment vous résolvez, vous avantagez, évidemment, vous êtes enseignant par ailleurs, dans le supérieur. Vos syndicats, tous les jours du mois, assez souvent, montent au créneau pour réclamer leur dû. Dans l'enseignement secondaire, on a les OTS, le primaire et secondaire, les OTS qui, chaque année, nous donnent des frayeurs pour la formation de nos enfants. Quelles solutions apportez-vous? Quelles réponses apportez-vous à ces messieurs? Pourquoi on n'est pas toujours à l'entame de chaque année l'impression qu'à un moment, on pourrait risquer une année blanche? Sankara avait résolu le problème. Sankara dit le problème n'est pas que les gens n'ont pas d'eau. Le problème, c'est que pendant que les gens n'ont pas d'eau, d'autres se lavent avec le champagne. C'est ça le problème. Quand vous privez le champagne, donc, ce que les gens doivent comprendre, et que les gouvernants doivent tous comprendre, toute l'opposition doit comprendre, le problème, c'est premièrement, il faut être exemplaire, juste et équitable. C'est la première chose. Lorsque vous êtes juste, lorsque vous êtes équitable, il vous reste maintenant à communiquer. Ok? Les citoyens vous donnent, revendiquent quoi? Ils revendiquent parce qu'ils ont le sentiment que le peu que Dieu nous a donné, vous en appropriez seul. Ok? Et donc, nous, on va régler, on est là pour proposer des solutions. On dit, au niveau de l'enseignement, on standardise tout. On fixe le nombre d'élèves qu'on veut en classe de 6e. On a déjà fixé que le corps primaire, c'est 30 par classe. Et une école a 7 classes. Ça a demandé un financement, puisque à ce jour, on a des classes de plus de 30. Oui. Donc, ça va demander la construction de nouvelles infrastructures. On a prévu 150 milliards. 150, oui. 150 milliards. On a calculé par école. On connaît un nombre d'enfants. On sait que par exemple au primaire c'est 150 milliards. Pourquoi? Parce qu'on regarde la pyramide des âges. Et dans la pyramide des âges, l'âge de 5 à 10 ans qui correspond à l'école primaire, à gauche, chez les garçons, 1 200 000. À droite, c'est 2 400 000 enfants de primaire qu'on a. Parce qu'on doit les scolariser tous. Quand on divise ça par 30, ça nous donne 135 000 écoles. Ok? Et les 135 000 écoles, on repasse 1350 par région, 35 par département. Ok? On distribue aux communes. Ok? Et maintenant, on construit les bâtiments des enseignants à côté de l'école. Ils habitent là. Avec famille et enfants. Pardon? Avec leur famille. C'est des appartements. C'est des blocs. Un bloc de 5 niveaux qui a deux appartements, ça ne fait pas 10 appartements. C'est difficile. Les Japonais ne nous ont pas montré ça. Ce n'est pas Titi Électrique qui a construit ça. D'accord? On construit ça, ils habitent là. Et on les motive. Maintenant, on peut aussi faire un foyer des enfants. Motiver les enfants pour qu'ils viennent à l'école au moins parce qu'ils vont manger. La mairie met la nourriture là-bas. D'accord? Et le plus gros morceau de viande au premier. On met les morceaux de viande selon... Ah oui! Dans les états scolaires. Oui, si tu travailles bien, tu as un gros morceau. Si tu travailles mal, tu n'as même pas la viande. Moi, si tu as la sauce moyenne, tu manges la sauce sans viande. Pourquoi tu travailles pour... D'accord? On veut que toutes les sociétés, toutes les communautés, toutes les ethnies, tous les villages arrivent à l'élitisme. Pour arriver à terme, à la fin du mandat, à une fonction publique qui a la représentation de toutes les ethnies. Pas qu'une seule ethnie à la moitié des gouverneurs. C'est ça qu'on a là-dehors. On dit que moi, je dois les respecter. Mais il faut les respecter. Je les respecte, mais ils savent que s'ils dégament un peu, je le chite. D'accord. Alors, langue et culture nationale, vous envisagez un décret obligeant les médias à présenter au moins un journal dans une langue nationale écrite. Jean Baïbek, comment assurez-vous l'application effective de cette mesure? Éviter qu'elle ne se heurte à un manque de personnel formé ou des moyens de diffusion. Avant moi, et que nos autres concurrents ont des journaux en pidgin. Oui, c'est du pidgin. C'est pas le Bassar, c'est pas le Fulbé. Qu'est-ce qui empêche à celui qui a le média de Garoua d'avoir un journal en Fulfulde? Qu'est-ce qui lui empêche? Sinon que c'est parce que personne ne lui demande. Et on peut le motiver. Ce n'est pas seulement la coercition.
Si tu fais ça, on te réduit un peu les impôts. Ok? Tu ne veux pas qu'on te réduise les impôts. D'accord? Si tu fais ça, on augmente un peu ta subvention. Si tu ne fais pas, on supprime ta subvention, puisque l'État vous donne des subventions. Non, pardon, c'est un média dans tous les cas. Non, c'est aux médias. Ok? L'État donne des subventions aux médias. D'accord? Donc on peut dire que chacun doit parler entre au moins une émission, soit en Boulou, soit en Ewundo, soit en Bassa, soit en Fulfulde, soit en Mongewundo. En réalité, pour être objectif, là on a dit toutes les langues qui ont déjà traduit la Bible, comme c'est la référence ou le Coran. Ok? Traduisez la Bible, votre langue entre dans le... Et on vous donne la liberté. D'accord? Quand les Éoudons traduisent la Bible, est-ce qu'on leur a donné quelque chose de particulier? Vous aussi traduisez. Parce qu'on sait qu'il aura tendance à vouloir défendre son dialecte, qui est une sous-langue sur une langue essentielle. On sait. Les êtres humains sont comme ça. Mais s'ils arrivent à traduire et que la traduction est valable, ben écoute, on le met dedans. Et on oblige maintenant les médias. On va même plus motiver les médias. On dit, plus tu as des journaux, tu as supposons qu'actuellement, je crois que l'année dernière, on était à 7 langues enseignées à l'école normale. 7 nationales. Plus une télé augmente le nombre de journaux nationaux, de langues nationales, plus on la prime en subvention ou en diminution des impôts. Okay? Il faut qu'on arrive au projet de pères fondateurs. C'était quoi le projet de pères fondateurs? Pour les pères fondateurs, les nombreuses langues, il y en a au Cameroun 240. Les 200 langues, les 200 cultures, les 200 cuisines sont une richesse. Ce n'est pas un inconvénient. Une richesse comme le jardin du fleuriste. Plusieurs couleurs, il a plusieurs fleurs. Ce n'est pas un inconvénient. Et chaque enfant, les linguistes nous prouvent que les enfants peuvent parler 9 langues. Ils peuvent apprendre 9 langues. Pourquoi on ne leur apprend pas ça? D'accord. Revenons en économie et emploi. Vous mettez un accent sur la structuration du secteur informel pour combattre le chômage. Comment accompagner les jeunes entrepreneurs vers la formalisation de leurs activités? 85% des Camerounais travaillent dans le secteur informel. C'est les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé. À peu près c'est votre propre source? Pardon? C'est l'INS? C'est les trucs internationaux. Ils nous disent que 85%, 15% des Camerounais seulement ont un emploi. Les autres sont dans le secteur informel. Et c'est un casse-tête. Comment faire pour employer, pour éviter le chômage? Eh bien, nous, on va lutter contre le chômage en allant organiser le jeune Camerounais là où il est. C'est-à-dire? Dans le secteur informel. Premièrement, on le forme. Parce qu'on voit comment ils vivent. Leur premier problème n'est pas tant de ne pas trouver le travail. Leur premier travail, c'est que le gaspillage du temps et des peu de ressources qu'ils ont. Ils boivent, ils fument la chicha et ils perdent du temps là-bas en journée. On va apprendre que tu ne peux pas. Quand on va me trouver le travail, tu seras déjà gâté. Donc, il faut organiser ton temps. Il faut organiser le peu de ressources que tu as. Les ressources se gèrent d'une certaine... Donc, on va les former sur place. Comment on va les former sur place? On va décentraliser la banque des PME. Ok? Moi, j'ai une entreprise qui a déjà tenu 15 ans. Hein? Et je peux vous dire que c'est l'équipe de la banque des PME qui m'a formé. Allez leur demander. Amané là-bas, Avaé là-bas, hein? Madame Ouyame est là-bas, Menjan est là-bas. Voilà les gens qui m'ont formé. Ils m'ont appris à prendre un crédit, à le gérer, à l'investir, à gagner. On peut donner ce travail à la banque de PME que l'on va décentraliser au modèle de Afriland. Comment Afriland nous a appris que moi dans mon quartier, j'aime mon Afriland. Il est à 300 mètres. Mon quartier, c'est dépôt de bois d'avance. Avant, on était content que notre Afriland était aux acacias. Comme le carrefour acacia bien. Oui, mais il est venu de la nôtre là au dépôt de bois. À proximité. À proximité. J'ai regardé encore aujourd'hui, notre bus est tombé en panne à côté d'un central Lucien. C'est de comment il y a même mis un Afriland dans chaque central Lucien.
Afriland nous apprend que chaque centrale, ça doit avoir son Afriland. Il nous a d'abord appris que chaque marché doit avoir son Afriland. Parce que les premiers Afriland de Koumouni, après, devant la retraite, moi j'ai terminé mes études. J'allais accompagner mon ami Cam là-bas. Lui venait terminer les secs. Il y avait, après ça, le premier agent, je crois que c'était à Moukourou. Il nous a appris que chaque marché a son Afriland. Pourquoi chaque village n'aurait pas sa banque de permis? D'accord, il nous reste une dizaine de minutes, sinon moins. Donc, ces banques auront pour rôle de former cette jeunesse, de l'encadrer. Et sur le plan idéologique, on va les encadrer dans les comités de développement qui seront pyramidaux. D'accord. Votre programme mentionne la création de centres de jeunesse et de perspectives dans chaque commune. Ça consiste en quoi? Ça consiste en ce que il faut former idéologiquement les gens. C'est les Russes, mon ami, le gars qui fait le bruit avec Eto'o dans le football. Ndomke fait le même quartier que moi, lui fait les maths. On ne s'est pas vu depuis 50 ans, depuis qu'on s'est séparés en terminale. Tu as réussi avec lui? Oui. Ndomke fait le Faustin Domke. Oui. Président de New Star. Ouais, il est parti se perdre là-bas au football. Très intelligent. Hein. Donc il était très fort en maths. Il va faire ses maths en Russie. Moi, je m'en vais au cul. Depuis là, on ne sait plus. Donc, comment seulement, 3 mois après son bail, il dit qu'est-ce que tu fais là-bas? On dit que Nomke est en train d'apprendre l'athéisme. 6 mois, il n'apprenait que l'athéisme. Donc, on forme une élite. On éduque une élite. Tout le Cameroun doit savoir, en privé ou en public ou dans l'armée, tout le monde doit savoir la direction vers laquelle le pays va. Ok? On est là pour construire un pays. Quel est ce type qui est dans un bateau? Il ne pense qu'à lui-même, il ne sait pas où le pays va. Et on doit vérifier que le pays ne dévie pas de sa direction. Ok? C'est ce genre de personnes que l'on veut dans le pays. À partir de ce moment-là, si on parle tous le même langage, on se comprend. Si on est juste, personne n'est mécontent, ou très peu. Il n'y a que les mauvaises fois qui vont être mécontents. D'accord? Et c'est nous on mise sur ça. On mise sur le charisme que nous avons, l'histoire de l'UPC. On change complètement la donne. Le Cameroun n'est pas difficile à faire. On va le refaire. Pour l'intérêt de tous. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Ce qui est important ici, pour nous au-delà, il faut qu'on sache l'objectif final. C'est que le Cameroun change positivement. Maintenant. Cela peut nécessiter que c'est nous qui soyons en tête. Peu importe, de toute façon, nous on va contribuer à changer positivement le Cameroun, y compris dans l'opposition. Même dans l'opposition, on va le faire. Il ne faut pas croire que si on va aux élections, on perd, on abandonne la lutte. Non. On va continuer la lutte, on va être peut-être plus... Vous allez changer idéologiquement. Ce sera pas la... Mais on défend la même idéologie dans l'opposition. Ce ne sera pas la dictature de la pensée. Est-ce que la non-dictature de la pensée signifie que quand on va dans l'opposition, on change? Ça, c'est pour les gens qui luttent pour leur ventre. Nous, on ne lutte pas pour notre ventre. Donc, vous voulez uniformiser la pensée intellectuelle Cameroun? Non. On veut que la pensée positive domine. Mais c'est pas dangereux, ça. Non. Puisque c'est la pensée positive. Ce n'est pas la pensée unique positive. On n'a pas dit qu'on ne veut pas les autres penser. D'accord. On veut que ce qui est positif domine sur ce qui est négatif. Et c'est vous qui allez juger du positivisme? C'est la majorité qui va juger. Okay. Et le bon sens. Ce seront quoi les critères? Les critères de jugement. Oui. Oui, mais les critères de bien-être. On verra bien que toute personne ne se plaint plus de l'eau. Toute personne ne se plaint plus. Toi-même, tu te plains de délestage hier, non? Ou tout à l'heure, avant qu'on commence, il y avait des délestages ici. Les délestages sont finis. Ce n'est pas difficile, c'est une dizaine de choses à mesurer. Alors, dans votre programme, on ne voit pas beaucoup vous déployer sur les questions de culture, loisirs et sport. Parce que les problèmes de culture, loisirs et sport sont résolus en amont. Ok. J'ai écrit tout un livre sur le développement personnel que j'ai mis à la disposition de la jeunesse. Depuis que j'ai écrit ce livre, que je leur dis que le livre est là, je ne suis pas sûr qu'ils lisent, mais me dérange moi.
L'hamburger, c'est quoi? Oui, il me dérange moi. Donc, il consomme. Ben, je ne suis pas sûr parce qu'on ne coule pas beaucoup. Les 5 premiers exemplaires, les 5000 premiers exemplaires, je ne suis pas sûr d'en avoir vendu 2000, la moitié. Ok? Mais il me pose bon la question. Je leur ai démontré que si vous êtes comme ça, c'est vous-même. Ça, ce n'est pas pour bien. D'accord. C'est vous-même. Alors, prof, nous sommes dans un environnement, et là, on revient sur la question politique en sortie d'émission, marqué par des alliances. Je veux dire que, est-ce que vous êtes certain que votre campagne va captiver le maximum d'électeurs ou vous passerez, qui c'est peut-être pas des alliances. Et en termes d'alliances, on a 2 grands blocs qui sont formés en ce moment, ou du moins il y a des personnes qui se démarquent un peu, ATP, APC. Vous, quelle est la lecture que vous faites par rapport à ces deux, à cette dimension-là? Un UPCiste m'a très bien édifié sur ça, c'est Mbole. Ok. Mbole, je crois qu'il est dessus toi. C'est un type terrible. Il n'y a pas de type terrible chez nous. Je vous laisse poursuivre. Alors, je veux dire qu'il est idéologiquement très brillant, Mbole. D'accord. Mbole dit que la lutte se fait par étapes. J'ai essayé de lire ça, j'ai fouillé, j'ai parlé avec lui, j'ai compris. Moi, je crois qu'on a 5 étapes. Première étape a pour but de faire admettre les candidatures. Parce qu'on sait que le ministère nous attend, il va éliminer pour certains. Il a donné le ton. Parce qu'il interdit à certains de faire des meetings. Toi-même, tu as craché le morceau, tu as dit qu'il va m'éliminer. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai fait une analyse. Non, tu as dit ça entre... J'ai dit que dans l'Union Ekele, il y a eu 2 IPC. Est-ce que si moi, vous... Bon, je ne regarde pas seulement ce qui sort de ta bouche. Okay. Je regarde comment tes yeux clignent. Je regarde comment tu as habillé pour t'interpréter. Tu as dit que... Je suis sur la table du médecin alors. Oui. Tu as dit qu'il va éliminer ma candidature. Tu as argumenté. Alors, le premier but, c'est pendant cette étape, la première étape, on lutte pour qu'on n'élimine pas nos candidatures, ou le moins possible, pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Et pour d'autres raisons. Elle va jusqu'à la proclamation, à la liquidation du contentieux préélectoral. Je crois que c'est 10 jours après le dépôt de candidature. Maintenant, il y a les 2 tiers de la campagne. Quand on a déjà éliminé certains, c'est sans recours. On a éliminé. Voilà. On refait une autre coalition avec les admissibles. Parce que certains sont tombés. La nature même aura éliminé certains. Les 30 non, millions, pas la les 30 millions qu'on demande là, va forcément... Bon, ok, tu nous as utilisé cette étape. je laisse poursuivre. Voilà. Maintenant, deuxième étape, on est admissible. On doit aller. L'essentiel ici, c'est poursuivre l'inscription dans les listes, commencer à former les scrutateurs, à se les partager et surtout mesurer la force des candidats. Ça, c'est les 3 quarts de la campagne. Maintenant, le dernier quart de la campagne, les coalitions en fonction de la force de frappe. Je vote aussi dans l'opinion, toi tu votes cela, voilà. Alors, s'il advient que vous appréciez, voilà. S'il advient que vous jugez votre on finance ensemble les instituts de sondage. Si vous advient que si, au regard de tout ce que vous aurez fait, il ressort que votre candidature n'est pas suffisamment pertinente, vous irez vers quelqu'un d'autre. Ça se discute dans les partis. Ok. Ok, voilà. Et puis maintenant, le troisième match, la troisième partie, c'est à partir du moment de coalition, dernière coalition, jusqu'aux élections. 4e partie, les élections elles-mêmes. Et le décompte des élections, le contentieux électoral. Pour finir, Jean Baïbek. Et la dernière étape, c'est après les résultats. Parce que après les résultats commence la préparation des prochaines élections de proximité. Donc le chemin est long. La lutte est longue. Et je comprends pourquoi certains s'essoufflent. Pour finir. Ouais. Et on va finir comme AFK. AFK disait la lutte se fait en marchant.
Oui. C'est-à-dire? C'est plus on avance, c'est là qu'on fait les conventions. Je ne peux pas te dire avant. Je ne sais pas qui on va éliminer ici au mois de juin. Moulinex va éliminer certains. Avant même que le cours, la cour constitutionnelle. Vous avez fait la convention avec le RDPC. Aura écrasé. Peut-être que je suis parmi les écrasés. Vous allez faire la convention avec le RDPC. Est-ce que... Vous ferez la convention avec le RDPC si jamais tous vos calculs, tout ce que vous dites, s'avère que... Non, je ne vais pas... Il y a une possibilité de convention. Avec le RDPC. Oui. Il faut dire qu'on nous enseigne que... Hein, c'est ça que quand on voulait dire quand la partie du serpent. Ok. Mais tu sais pourquoi on ne veut pas le suivre? Non. Moi, je demande au RDPC que... La première chose, c'est de me donner la garantie que vous n'allez pas me traiter comme vous avez traité Kodoko. Merci, Jean-Baptiste. Et à part ça, les élimine eux-mêmes. Ils ont traité Kodoko comment? Mais Kodoko mort en pleurant comme on poignardé dans le dos, non? Merci, Jean-Baptiste. Moi, tu poignardes mon père dans le dos et tu comptes comme moi, Baïbek, je vais traiter avec toi. Merci. Il faut que tu me montres que tu as fait une terrible transformation. D'accord? Donc, comme je parle du RDPC, pour que le RDPC comprenne bien, on ne le rejette pas parce qu'il s'appelle RDPC. On le rejette parce qu'il montre que dans l'histoire de son existence, c'est 42 ans. D'accord, on a terminé. Il a fait une seule chose, écraser ses partenaires. Merci. L'alliance avec le RDPC n'aboutit à rien. C'est ça la problématique. Merci. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas changer radicalement? Non. Merci d'être venu partager votre vision du Cameroun pour 2026-2032, si jamais vous êtes élu au soir de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Bon retour sur Yaoundé. Merci à vous autant. Je ne sais pas si vous avez tout épluché. Sinon, j'espère que les autres télévisions nous permettront de terminer en reprenant ce que vous avez laissé oublier. On essaie de faire un grand ramassis dans tous les cas, qui sait peut-être, vous allez peut-être évoluer par thématique désormais. On a essayé de ramasser large pour que votre vision soit bien comprise, bien détaillée auprès de nos téléspectateurs et qui sait peut-être des électeurs. Nous recevions ce soir Jean Baïbek sous sa posture de candidat de l'UPC à l'élection présidentielle de 2025. Merci d'avoir suivi cette édition de Entretien avec. Je peux avoir mon téléphone. Bonsoir.